Voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, enfin la fois précédente, tous les éléments peuvent postuler, tous les éléments de l'architecture peuvent postuler à la première place, la plus importante. Bien sûr, le toit, puisqu'on dit avoir un toit, être bien sous son toit, c'est sans doute donc un élément fondamental, vraiment premier de l'architecture. Et d'ailleurs, c'était l'un des 4 éléments de Zimper dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a des civilisations, vous voyez, pour lesquelles l'architecture, pratiquement, elle se résume au toit. Vous voyez. Bon, j'ai pas apporté des photos parce que j'ai pas voulu orienter ma conférence, mon cours, mon exposé de cette façon. Mais vous voyez, en Chine, en Thaïlande, vous voyez, en Asie, au Japon, vous voyez, l'architecture, c'est le toit. Vous voyez, et surtout, l'architecture, c'est vrai que dans les bâtiments traditionnels, on ne veut pas vraiment parler de façade, si vous voulez, vous voyez. Comme si l'interface la plus importante, c'était l'interface entre le ciel et la terre, vous voyez, entre le monde réel et le monde de toutes les figures fantasmagoriques de la Chine ou du Japon. Et c'est vrai que pour, si pour les Occidentaux, voilà euh, disons l'artisan qui se rapproche le plus de l'architecte, c'est le maçon. On se rappellera de la phrase de Loss, vous voyez, l'architecte, c'est un maçon qui a appris le latin. Pour un Japonais, c'est un charpentier. J'avais fait un entretien à Osaka avec Hondo, et il m'a bien expliqué que, même s'il fait que du béton, vous voyez, même si je pense qu'il n'a jamais fait de toiture de sa vie, son entrée dans l'architecture, ça a été un charpentier qui est venu dans la maison de ses parents pour y rajouter un autre étage. Voilà, donc le toit, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Mais voilà, je vais commencer par le sans-toit, voilà, par ceux qui n'ont pas de toit. Voilà. Par ce film de Agnès Varda, où le personnage principal voilà, décide de partir. Je ne me rappelle plus trop bien du film, ça fait longtemps que je l'ai vu à sa sortie, mais voilà, c'est un choix. Voilà, elle choisit de tout quitter. D'ailleurs, à la même période, un petit peu avant, il y avait un autre film. C'était le film de Bernard Kézanne, après un très très beau roman de Pérec, L'homme qui dort. Voilà. Et là, c'était pas quelqu'un qui partait, mais c'était au contraire quelqu'un qui restait enfermé complètement chez lui. Alors, on reste enfermé complètement chez soi parce que on est bien chez soi. On est bien avec soi-même. Quelque part, les autres, eh bien, c'est un danger. Voilà. Mais on est bien aussi, vous voyez, c'est bien aussi de sortir, de quitter son toit, de quitter sa maison et d'être dehors. Puisque là, effectivement, on s'expose et on rencontre partout l'altérité. On est tout le temps en contact avec l'autre. Effectivement, malheureusement, cette expérience, dans le récit d'Agnès Varda, elle se termine mal, puisque le personnage principal il finit par disparaître, il finit par se diluer complètement par cette extériorité, parce qu'il n'a plus aucune protection. Voilà, le toit, c'est se protéger, et c'est d'abord effectivement se protéger des intempéries, se protéger de la pluie, de la neige, pas vraiment du vent, mais voilà, ça permet donc de se protéger contre la nature. Moi, j'adore cette image du fil arête, là, donc Adam cherchant à s'abriter, et je trouve qu'elle est vraiment importante. D'ailleurs, oui, c'est une des images les plus importantes du cours, parce que voilà, donc Adam, il a été chassé du paradis. Bon, je me rappelle plus trop bien ce qu'il avait fait, mais voilà, il est chassé, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pleut, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il construit, vous voyez, avec ses mains, voilà, un toit au-dessus de sa tête
pour se protéger de la pluie. Et peut-être après tout son travail, ça va être de se protéger de la pluie, de la neige, du vent, et de retrouver voilà, l'ambiance du paradis. Parce que le paradis, effectivement, eh bien, c'est l'ambiance optimale du développement humain. C'est évident que, vous voyez, aujourd'hui, on est dehors. Si j'avais fait le cours dehors, on serait mort de froid pratiquement. Et donc, il faut donc, effectivement rentrer ici, être protégé, voilà, par un toit, pour pour pouvoir m'écouter sans être soumis, voyez, donc aux lois de la nature. Voilà, ça aussi c'est un exemple que j'aime bien, je le cite souvent dans mes cours, c'est vrai que c'est une, une intervention de Paulo Mendes da Rocha à São Paulo, place des patriarches. Et c'est vrai elle est très étonnante parce que, bon, c'est sûr, quand on pense Brésil, on a l'impression qu'il fait toujours beau. En fait, non, il pleut tout le temps, quoi. Et effectivement, cette place-là, elle est quand même assez dure, quoi. Elle est vraiment dans le centre-ville. Ce sont des immeubles assez hauts. Et c'est vrai qu'il y a toute une population comme ça qui n'est pas protégée, qui a besoin effectivement de l'espace public pour se rencontrer. Et donc, toute cette population, dès qu'il y a un tout petit, dès qu'il fait trop chaud, dès qu'il y a trop de soleil, ou dès qu'il pleut, voilà, elle vient, voyez, se protéger sous cette toiture qui a été conçue parce que c'est une entrée de métro. Mais elle vient, mais voyez, la toiture, elle déborde largement l'entrée de métro, et ça devient donc une sorte de havre, voyez, donc, uniquement protégé par un toit. Et ce qui est très beau aussi, c'est que, vous voyez, la partie protection, la coque, voilà, elle paraît pratiquement en lévitation, elle est complètement autonome par rapport à ces éléments porteurs, parce que c'est un portique qui est très très large, voilà, qui la soutient, qui la suspend. Voilà, donc on voit un peu mieux maintenant la place dans son contexte, avec les immeubles hauts qui l'entourent, et puis toute cette population qui est là, qui cherche à se parler, à se rencontrer, et qui vient donc effectivement à la sortie du métro être protégée sous cette grande coque. Voilà. Autre exemple de toit dans l'espace public, c'est plus à São Paulo, c'est à Gand. Et c'est un projet assez intéressant parce que, enfin, je me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Bon, le mec, là, Robrecht, il m'avait un petit peu expliqué. Il avait fait, c'était une sorte de concours, mais enfin, l'histoire était assez compliquée parce que il avait d'abord fait le concours et puis il avait été éliminé. Après, ils l'ont repris parce qu'en fait, on demandait aux architectes juste de construire un parking. Parce qu'on est à Gand, et c'est vrai qu'à Gand, si vous voulez, vous avez une sorte de coulée monumentale qui descend vers le fleuve, avec l'hôtel de ville, la cathédrale, une église très importante. Et dans la cathédrale, il y a un chef-d'œuvre absolu de la peinture flamande. C'est le, excusez-moi, c'est l'agneau mystique de Jean Van Eyck. Voilà. Et donc c'est quelque chose de très touristique. Donc les bâtiments, si vous voulez, au XIXe siècle, comme partout ailleurs, on les a isolés. Donc on avait créé des grands espaces pour pouvoir, des grands parvis partout, pour pouvoir les mettre en valeur. Et ces parvis donc ont été totalement envahis par les voitures. Et donc, il a été question de faire un parking. Et justement, ce qu'avait dit Robrecht aux édiles de la ville, il leur a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est Gand, quoi. Voilà. On ne va pas faire de l'architecture pour les voitures. Il faut faire quelque chose d'autre. Il faut faire quelque chose pour les gens, pour la population. Déjà, la ville est envahie par les touristes. Et donc, il a proposé de faire cette grande halle. Et finalement, donc, après bien des vicissitudes, cette halle a été acceptée. Voilà, elle repose sur 4 points, parce que dessous, donc, il y a un restaurant, mais il y a aussi le parking. Là, vous voyez, on voit la coulée monumentale, c'est quand même assez sidérant, et tous ces clochers,
tous ces équipements publics là, qui descendent en cascade vers le fleuve. Et là, vous voyez, vue d'un des bâtiments, vue en plongée, vous voyez les deux grandes toitures de la halle. Voilà, c'est intéressant parce que, bien sûr, il ne pouvait pas faire un projet moderne. Il était entouré de grandes nefs. Donc, il a fait... Enfin, moderne. Excusez-moi, c'est encore un mot que je n'aurais peut-être pas dû dire. Disons, il n'allait pas faire un projet, disons, années 70, c'est certain. Donc, il a réfléchi. Voilà. Il a réfléchi, voilà, comment faire, vous voyez, justement pour insérer son bâtiment dans toute cette, dans cette coulée hein, de grands équipements, de grandes nefs. Et donc, il a construit hein, une double nef. Voilà. Et c'est vrai que cette double nef, bon, on va le voir, c'est un peu une sorte d'exploit structurel, parce que vous avez deux nefs, et au lieu de reposer sur 8 ou sur 6 poteaux, ou même plus, voilà, elles vont reposer donc uniquement hein, sur 4 poteaux. Donc vous voyez, c'est à la fois, c'est toute une enveloppe voilà, qui rappelle un petit peu les bâtiments traditionnels hein, qu'on voit à Gand, qu'on voit en Flandre, mais en même temps, la structure, elle ne l'est pas, c'est comme une sorte de pont. D'ailleurs, c'est un pont, puisqu'effectivement, ça repose voyez, sur le parking, et donc il ne fallait pas qu'il y ait des points porteurs tout le long du bâtiment, tout en dessous du bâtiment, et il fallait vraiment les isoler et en faire très très peu. Donc c'est une sorte de pont, hein, mais un pont qui se présente aussi donc comme de forme, de morphologie traditionnelle, mais simplement c'est juste deux enveloppes de bâtiments qui sont donc en lévitation hein, sur cette dalle. Voilà, donc sous cette halle, donc il y a constamment des événements, il y a des marchés, il y a des concerts. Et là, on voit, vous voyez, donc la structure, et puis la structure métallique hein, lors du chantier. Voilà, c'est 4 piles en béton hein, qui soutiennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pratiquement une structure voilà, en acier hein, qui est pratiquement en poutre virindelle, hein, qui est pratiquement donc une structure de pont. Voilà, elle est percée, tout est en bois, hein, toute l'enveloppe est en bois percé, avec des pavés de verre qui s'incrustent, voyez, hein, dans les percements. Et il y a une seconde peau, hein, une peau en verre. C'est ça qui est fou, voyez, ce niveau de détail, parce que la peau en verre, donc, elle sert bien sûr, voyez, à protéger le bois, parce que le bois, donc, lui aussi, c'est une matière vivante et il a besoin d'être protégé des intempéries. Voilà, mais en fait, c'est vrai que le toit, ça peut paraître, disons, très transgressif de dire ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne parle que de transparence, on ne parle que de lumière. Vous voyez, on veut toujours des grands espaces ouverts partout. Dès qu'il y a de la fermeture, on pense que c'est pas démocratique, qu'il faut ouvrir, il faut absolument tout voir. Mais c'est vrai que le toit, putain, ça sert aussi à engendrer de l'ombre. C'est vrai que les premières fois que je suis allé au Brésil, je me rappelle, j'avais été sidéré, vous voyez, quand on rentrait dans les intérieurs des bâtisses coloniales, vous voyez, donc du XVIIe, du XVIIIe siècle, parce qu'à l'extérieur, tout était très, très lumineux, voilà, toujours, même lorsqu'il pleut, c'est lumineux, il y a une réverbération extrêmement importante. Et quand on rentrait dans ces maisons, voilà, tout d'un coup, eh bien, on était plongé hein, complètement dans l'ombre, hein, parce qu'elles étaient très profondes, il y avait peu de fenêtres, et puis en plus, donc, elles étaient revêtues hein, donc, de bois hein, très sombre. Et c'est vrai que voilà, on peut imaginer quoi, hein, des gens qui ont traversé l'Atlantique, hein, qui se sont exposés voilà, à la fureur de l'océan, hein, quand ils se sont, disons, installés, voilà, ils ont voulu donc hein, être protégés, hein, retrouver une intimité presque paroxystique, et donc être dans l'ombre. L'ombre, c'est la grande expérience finalement de la mosquée de Cordoue. C'est un truc complètement sidérant, si vous voulez, parce que voilà, on rentre
hein, dans une sorte de forêt. Bon, je reviendrai sur le thème de la forêt tout à l'heure, mais surtout, voilà, on rentre dans un endroit extrêmement ombragé. Vous voyez. Et ce qui est fascinant aussi, mais ça c'est un truc vraiment qui est presque à la base de l'architecture islamiste, si vous voulez, islamique, pardon. Parce que c'est vrai que, vous voyez, on parle de lumière. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on parle de lumière, mais c'est évident que chaque civilisation a sa lumière. Vous voyez. Voilà. Et nous, la nôtre, effectivement, elle permet de voir les volumes. Ça, c'est clair. Voilà. Elle permet aux choses de se distinguer. La leur, effectivement, c'est pas du tout pareil. Vous voyez, elle travaille pas sur les objets, mais sur les sujets. Vous voyez. Hein, c'est-à-dire que la lumière, voilà, elle aveugle, hein, parce que quand il y a trop de lumière, on n'y voit plus, et quand il n'y en a plus, hein, c'est la même chose. Donc vous voyez, elle joue hein, directement sur la sensation. Hein, je me rappelle à Ispahan, bon, c'est pas trop la question, mais la grande place d'Ispahan, voilà. Bon, là aujourd'hui il y a des jardins bien sûr, mais à l'origine c'était pas ça, c'était un gigantesque sol hein, pour jouer au polo. Et donc on est dans la grande place, on est aveuglé par la lumière, et après on rentre dans la grande église là, qui est au bout de la place, la grande mosquée pardon qui est au bout de la place. On passe par un passage totalement sombre, et puis on redébouche après donc sur la cour de la mosquée hein, qui est vide hein, pour les ablutions. Et puis après, on rentre dans la mosquée, et là, effectivement, c'est le seul endroit voilà, où on est à peu près une lumière apaisée. Voilà. Et là donc, à Cordoue, hein, c'est la même chose. Bon, c'est vrai que c'est plus le cas aujourd'hui parce que tout a changé depuis que que l'église, pardon, que la mosquée a été transformée en église, mais à l'origine, c'est la même chose. On rentrait dans une cour hein, très lumineuse, très réverbérante hein, pour les ablutions, et puis ensuite, voilà, hein, on rentrait, donc on allait dans l'ombre hein, pour prier, hein, pour méditer, hein, pour se retrouver seul avec sa croyance, avec son Dieu. Voilà, bon, ça c'est les images hein, de cette colonne, cette forêt de colonnes. Et là, c'est le plan, voilà, avec les différentes adjonctions, parce que il y a d'abord eu une première mosquée, après on l'a agrandie, puis après on l'a agrandie latéralement, et en fait, elle pouvait encore s'agrandir. Hein, c'est vraiment un bâtiment, vous voyez, c'est ça qui est fou d'ailleurs. C'est pas un objet, vous voyez, c'est un bâtiment, c'est un principe, et ce principe, il peut s'étendre pratiquement à l'infini. Mais surtout, vous voyez, en haut, donc au, au, au nord, on voit la cour. Voilà, la cour qui n'avait. Bon, aujourd'hui, on appelle ça la cour des orangers parce qu'on a planté plein d'orangers, mais avant, c'était pas comme ça. Hein, c'était simplement un espace minéral avec une fontaine pour les ablutions, hein, où justement on était confronté, exposé à la lumière avant de se réfugier, voilà, hein, dans l'ombre. Voilà, autre exemple, très différent, là, c'est le musée Hiroshige de Kangokuma. Donc c'est un musée qui est au nord de Tokyo et qui est totalement consacré aux estampes d'Hiroshige, qui sont très fragiles, si vous voulez. Voilà, on peut absolument pas les exposer à la lumière. Et donc c'est vrai que tout est fait, vous voyez, bon, contrairement à tout à l'heure, là, voilà, on était aveuglé par la lumière et après aveuglé par l'ombre. Là, c'est l'inverse. Voyez. Donc, tout est fait pour passer donc disons d'une grande lumière, voilà, parce que le musée est complètement dégagé, donc on est en plein dans la lumière. Et puis tout est fait pour qu'on passe, mais très lentement, d'une manière très fluide, voyez, sans aucune cassure voilà, de la lumière à l'ombre. Et ensuite, quand on rentre dans les salles du musée, eh bien, cette ombre, elle est, disons, juste, enfin, en tout cas, l'atmosphère, l'éclairage, il est juste rendu possible par un éclairage artificiel. Vous voyez, donc il y a tout un travail comme ça hein, de filtre hein, pour passer de la pleine lumière à l'ombre, hein, et en permettant toujours à la vue, voilà, justement, vous voyez, sans jamais être aveuglé, et en permettant toujours à la vue d'être adaptée. Voilà, c'est le bâtiment.
Voilà, ça c'est un tableau, enfin c'est une descente, pardon, d'Hiroshige qui a servi de, disons, de modèle à, à Kengo-kuma, parce que effectivement, vous voyez, on voit c'est un pont et on voit le pont à travers la pluie. Ça c'est un peu de là qu'il est parti, si vous voulez, vous voyez. Moi aussi, il a pas, c'est juste comme il fait souvent. D'ailleurs, il a toujours des idées comme ça, très abstraites. Et puis, d'abord, souvent inspiré de la nature, et puis après, il cherche à les mettre en œuvre, vous voyez, dans son architecture. Enfin, on le verra tout à l'heure, parce que finalement, j'ai mis pas mal de projets de Kangokuma. Et c'est vrai que ce qui est intéressant chez lui, c'est que voilà, il a des idées, il les met en œuvre, mais quelque part, à part peut-être pour ce musée, parce que ce musée, c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment, enfin, c'est une simple halle, mais c'est vrai qu'elle est parfaitement maîtrisée. Mais très souvent, voilà, il a une idée, il la pousse, mais c'est juste un travail comme ça très souvent sur une texture, mais il se préoccupe pas, vous voyez, de l'architecture comme objet ou de la forme générale du bâtiment. Ce qui l'intéresse, c'est juste ça, vous voyez, voilà. Arriver à rendre dans un bâtiment, voilà, l'impression que donne Hiroshige, c'est-à-dire voir les choses, donc, comme à travers la pluie. Voilà, une pluie de bois. On voit comment le bois filtre la lumière. Là, c'est l'entrée, c'est la grande entrée. Donc, c'est une première station. Voilà, on rentre. La lumière, elle est filtrée, parce qu'il n'y a pas de couverture, mais il y a des lattes de bois qui filtrent la lumière. Donc, c'est un premier filtre, un premier passage. Voilà. Après, on voit, vous voyez, toutes les couches, la structure en acier, le bois qui permet de protéger par endroits le bâtiment, le bois qui va correspondre, enfin, ou le bois qui permet donc un premier filtrage, qui est à l'extérieur, le bois qui en permet un second, qui est à l'intérieur. Voilà comment toutes les choses s'organisent, pour justement arriver à définir des filtres, qui permettent, vous voyez, le passage sans rupture, sans cassure, de la lumière totale à l'ombre. Voilà, tout devient un peu fantomatique. Et puis après, donc, on rentre et on voit les estampes. Voilà, autre exemple de Kengokuwa, un budget, bon, à Paris cette fois-ci, mais qui est à peu près qui est assez proche, de celui d'Hiroshige, parce qu'en fait, c'est le musée Albert Kahn, donc à Boulogne-Billancourt. Et c'est vrai que les, les œuvres qui sont présentées dans le musée Albert Kahn, c'est des photos, c'est des photogrammes, ce sont des choses qui sont très très fragiles et qui ont besoin donc d'être exposées dans l'ombre, ou seulement à la lumière électrique. Et là, ce qui est fascinant, c'est que voilà, il a fait une sorte de coque, vous voyez, qui est tournée au nord vers le jardin Albert Kahn. Il n'y a pas d'ouverture pratiquement. Vous voyez, la coque, elle se replie sur elle-même, elle monte comme ça, donc face à la rue. Et de l'autre côté de la coque qui monte, donc il y a un amphithéâtre qui se déploie. Et elle s'ouvre donc qu'au nord, sur le jardin. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé les images, mais c'est vrai que c'est fascinant parce que ce sont des grandes ailettes de bois. Et surtout, le mélange des matériaux, il est sidérant, je trouve, parce que c'est des grandes ailettes de bois et de, et de, et d'aluminium, qui permettent de filtrer donc complètement la lumière qui rentre dans le musée. Voilà, on voit, vous voyez là, la coque qui se plisse, qui finit par former un amphithéâtre, et puis donc au, au nord, comment elle s'ouvre donc sur les arbres et le parc. Et là, donc, vous voyez, tout est filtré. Le parc permet un premier filtre de la lumière, et ensuite les lattes, les ailettes, dont j'ai parlé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, on va le voir tout à l'heure, vous voyez, la coque, voilà, elle se présente un peu comme un piège à ombre. Vous voyez, c'est c'est un instrument, voilà, qui permet de capter l'ombre. Voilà, ça c'est la position du bâtiment par rapport au parc. Voilà, et ça c'est l'intérieur. Comme tout à l'heure, vous voyez, il y a une coque en aluminium, et puis après, à l'intérieur, il y a des lattes de bois. Les lattes de bois, effectivement, elles masquent, disons,
le, les, toutes les, tous les, tous les, tous les câbles, tout le système de ventilation, mais surtout, vous voyez, voilà, la toiture qui se plisse, et puis les, les, les lattes qui passent devant, vous voyez, ça se constitue comme une sorte de réservoir d'ombre. Voilà, vous voyez. Hein, comme si on avait, oui, une ombre pure, hein, qui était captée, hein, par les plis et les replis du bâtiment. Bon, la forêt, bon, excusez-moi, c'est une image de Marc-Antoine Nogier, hein, c'est tous ces gens, enfin, ça existe moins aujourd'hui, c'est sûr, mais tous ces gens qui se sont penchés comme ça sur l'origine de l'architecture, voilà, c'est quoi voilà, où commence l'architecture là, est-ce que ça comment on en vient à habiter dans des bâtiments comme celui-là, dans des maisons. Et lui, bien sûr, son idée, c'était de dire que voilà, on est simplement venu, donc, disons, déformer, quelque part, je dirais, entre guillemets, réhabiliter, puisque ce mot, il va être important à la fin du cours. Voilà, vous voyez, déformer, réhabiliter, ou restaurer, non, c'est pas restaurer non plus, mais c'est plutôt transformer, légèrement transformer la nature. Et là, effectivement, donc, hein, c'est l'idée d'avoir 4 arbres et puis de tresser leurs branches, hein, pour avoir la maison première. Et ça, c'est vrai que c'est disons, un rêve, une volonté de retour à l'origine qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments, notamment celui-là, c'est un des plus géniaux que je connaisse. C'est le pavillon des pays scandinaves à Venise, de Sverfern, hein, puisque c'est une immense, une sorte d'infrastructure. Vous voyez, là encore, comme tout à l'heure, le bâtiment dont j'ai parlé de Robrechtendam, hein, c'est une grande infrastructure, des grands systèmes de poutres. Vous voyez, il y a d'un côté une grande poutre qui repose sur 2 poteaux, de l'autre côté c'est un mur, et puis ensuite, donc, ce sont des poutres qui sont superposées et qui se croisent à angle droit, ce qui permet d'avoir un réseau, et ce qui permet, on va le voir, hein, de laisser passer les arbres, parce que les coupes qui sont coupées, elles sont portées au-dessus par les poutres auxquelles elles sont suspendues. Donc ça fait réseau, et donc les arbres peuvent traverser, hein, la canopée de béton. Voilà. Autre exemple, encore au Japon, hein, c'est à Kanagawa, hein, c'est le bâtiment l'Institut de technologie de Junya Ishigami. Et bon, là, c'est vrai qu'on le voit comme une boîte, mais c'est vraiment donc une forêt, vraiment une forêt, parce que ce sont des. On connaît ça, si vous voulez, en construction. Bon, quand vous devez porter une dalle ou n'importe quoi, soit vous mettez plein de poteaux, et la dalle peut être très très fine, soit vous en mettez très peu et la dalle doit être super épaisse, hein, pour pouvoir assurer les portées. Et là, en fait, voilà, hein, les poteaux sont extrêmement fins. Hein, donc, c'est vraiment une forêt de petits poteaux. Il n'y a aucun mur, aucune cloison. Et finalement, vous voyez la profondeur du bâtiment, les différents espaces du bâtiment, ils se constituent un peu comme dans une forêt, parce qu'à certains moments, il y a des bosquets de poteaux métalliques, vous voyez, hein, qui font écran. Et puis, à d'autres moments, il y en a très peu. Et c'est comme des clairières, voilà, vous voyez, où les gens peuvent s'installer. Voilà, c'est un petit peu le dessin de base, vous voyez, donc une forêt de poteaux, et puis ensuite des, euh, du mobilier, hein, et puis après donc une sorte de population nomade de chercheurs, d'étudiants, qui peuvent librement, vous voyez, donc s'installer dans cette forêt à l'endroit qui leur convienne, hein, soit dans une clairière, hein, pour pouvoir se rassembler et parler, soit donc derrière un bosquet de poteaux, hein, pour pouvoir avoir une certaine intimité. Voilà, ça c'est l'espace intérieur avec des plantes exotiques. Et là voilà, c'est l'espace habité, voilà, comme s'il était habité par des nomades.
Ah, c'est un poteau, vous voyez, on ne peut pas imaginer qu'il soit porteur, vous voyez, parce il est très fin, il fait peut-être 2 centimètres de large sur 8 centimètres de long. Et là c'est la couverture, avec effectivement donc, des parties opaques et des parties transparentes. Voilà, après, vous voyez, après toutes les activités sont nomades, hein. Il y a un seul, hein, où on peut se connecter. On peut donc se connecter au réseau électrique, on peut se connecter au réseau d'eau, hein, pour mettre des, des, des paillasses pour pouvoir travailler. Voilà, c'est vraiment l'idée, hein, complètement c'est vraiment retrouver la forêt. Et là encore, voilà un exemple de Kangokuma. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Je ne pense pas que ce bâtiment il soit vraiment intéressant. Voilà, c'est la Cité des Arts et de la Culture de Besançon. Et par contre, il a eu une idée, et puis quand on se balade dans le bâtiment, tout d'un coup, on la retrouve, cette idée. Putain, voilà. Et c'est vrai que finalement, c'est plus cool d'habiter dans des idées que dans des boîtes ou dans des objets. Voilà, le bâtiment. Donc le bâtiment, vous voyez, c'est une façade qui est alternativement composée de panneaux opaques, hein, ou de panneaux transparents. Bon, c'est un motif, hein, qu'on retrouve souvent dans tous les tissus japonais. Et là, vous voyez, c'est la toiture. Donc c'est une succession de portiques. Voilà, le bâtiment, vous voyez, le bâtiment nouveau, il vient, disons, il vient entourer un bâtiment existant. Voilà, c'est que des portiques. Et sur ces portiques, donc, vous voyez, vient vient se poser, hein, cette peau, là, hein. Donc, verticale et à la verticale et à l'horizontale. Et donc la lumière, vous voyez, elle passe, voilà, elle tombe. Des fois, elle remonte parce que donc à certains moments, il y a un bassin, il y a il y a un plan d'eau, voilà, à côté du bâtiment. Donc orienté au sud, donc le soleil frappe l'eau et remonte ensuite à travers les parties découpées de l'enveloppe, hein. Et vous voyez, on a cette impression-là du bal, enfin du bal du Moulin de la Galette, là, de Renoir. Hein, c'est sidérant parce que voilà, enfin, cette toile, je trouve, sans doute, c'est la meilleure de Renoir, c'est sûr, mais sans doute une des plus intéressantes de l'impressionnisme, parce que finalement, voilà, vous voyez, tout, tout disparaît quelque part, vous voyez, avec ce type d'éclairage, hein, avec ces taches de lumière partout, voilà, tous les corps finalement disparaissent. Voilà. On est simplement dans une ambiance, voilà, une ambiance joviale, mais on ne peut pas vraiment isoler tel ou tel personnage. Et c'est vrai que ça va bien, vous voyez, à Kangokuma, parce que lui, c'est vrai que je vous ai dit, c'est une ambiance, hein, c'est une idée, mais c'est pas vraiment un objet, voilà, hein, qui a une identité propre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très critiqué en France. Et d'ailleurs, en France, on m'a dit, oui, ce qu'il fait ici, c'est pas bien, tu vas voir au Japon, c'est mieux. En fait, au Japon, c'est exactement la même chose, hein, parce que lui, hein, ce qui l'intéresse, je vous le dis, c'est effectivement, c'est retranscrire, voilà, spatialement une idée, voilà, l'idée de la lumière, hein, qui traverse les feuillages, hein, et qui fait en sorte qu'une communauté, elle n'est plus composée d'individus, mais elle devient simplement une ambiance, hein, de bruit, de bonne humeur. Vous voyez. Voilà, la lumière, hein, qui macule le sol, qui fait complètement disparaître l'espace. La lumière, hein, qui macule l'escalier et qui le fait aussi donc complètement disparaître. Bien sûr, là, l'opposé, on peut considérer le toit comme un volume. Et ça aussi, on va y revenir plusieurs fois dans ce cours. Le doux, Arquesnan. Enfin, j'aurais pu donner d'autres exemples. D'ailleurs, à Paris, c'est vrai, je suis passé hier à côté de chez moi devant les colonnes du trône. Voilà, c'est aussi des blocs. Voilà, mais c'est pas des cubes, hein, comme les modernes voudraient qu'ils soient. Ils sont couronnés pratiquement par des pyramides, hein, et ces pyramides, ce sont les toitures, hein. Que ce soit donc effectivement à la porte du trône ou à la porte d'enfer, hein, hein, les deux barrières qui se font face, les deux pavillons qui se font face, hein, ils sont toujours, hein,
couronné par une toiture pyramidale, un volume. Et là, pour la cité idéale de Chaux, mais surtout donc pour excusez-moi, la saline royale d'Arquesnan qui a servi de modèle à sa cité idéale, vous voyez, il n'y a que des toits. Le toit au centre de la maison du directeur, les toits donc, des ateliers où on fait chauffer l'eau avec de la loue qui est à côté, avec les bois de la forêt à proximité pour pouvoir en extraire le sel. Des toits, vous voyez, des grands volumes, des prismes, des grands volumes prismatiques avec lesquels on vient jouer. Voilà, Ça, c'est un truc qui n'existe pas dans l'architecture classique grecque ou romaine. Vous voyez, on joue avec des colonnes. Enfin, il y a des frontons, bien sûr, qui correspondent à la toiture, mais il n'y a pas le toit du Parthénon. Là, on pense au fronton, bien sûr, mais d'abord, il est très horizontal, mais on ne le pense pas comme un volume. Tandis que là, non, c'est vraiment un volume qui est posé donc sur un autre volume. Et là, la maison du directeur, voilà, c'est vraiment une pyramide qui est posée sur un cube. Voilà, et là, c'est l'intérieur de la maison du directeur. Voilà, il y a un grand vide central qui est éclairé zénithalement, parce que la maison du directeur ça devait à l'origine être aussi une église. Voilà, mais ça, c'est pas le XVIIIe siècle, vous voyez, ça revient. Oui, cette idée de volume, elle revient. On la retrouve, on la retrouve aujourd'hui. Voilà. Ce projet, en plus, s'il y a des gens peut-être qui, a priori, sont les plus éloignés disons, des, des- des grands personnages historiques géniaux comme Ledoux ou Boulet, c'est bien, a priori, c'est bien Studio Lada, puisque c'est un collectif d'architectes qui s'interrogent effectivement quand ils font un bâtiment avant tout sur les ressources. D'ailleurs, un petit peu comme d'ailleurs déjà comme la saline d'Arquessenon, puisque la saline d'Arquessenon, elle était là parce qu'il y avait l'eau, il y avait les mines de sel, et puis il y avait le bois pour effectivement extraire le sel. Mais eux, c'est vrai que voilà, ils sont vraiment dans une logique, disons, contextuelle, ouais, puisque quand ils interviennent sur un site, eh bien, c'est pour c'est regarder voilà, quelles sont les ressources, s'il y a des forêts, s'il y a des carrières, quelles sont aussi, disons, quelles sont les filières artisanales des ferronniers, des maçons, des tuiliers, enfin que sais-je, qui sont sur place, et à partir de là, donc, ils font leur projet. Mais voilà, vous voyez, ça n'empêche pas qu'on retrouve dans leur toit, vous voyez, quelque chose, vous voyez, de la massivité et de l'expressionnisme des toitures de Ledoux. Et d'ailleurs, vous voyez, ces toits, ces toits pyramidaux, eh bien, ils correspondent à des vides, c'est des atriums, et surtout, donc, ils permettent aussi donc, la ventilation du bâtiment, comme on l'avait vu la dernière fois avec Soto Nimura pour le musée de Polarigo. Voilà. Voilà, mais c'est vrai que je fais voir ça, mais c'est vrai que, vous voyez, le mouvement moderne, c'est sûr que, voilà, il a tout de suite, c'est un mouvement il a tout de suite, disons, il a tout de suite isolé le toit. Vous voyez, c'est pas isoler le toit, mais ostraciser le toit. Vous voyez, parce que le toit terrasse, c'est vrai que c'est quelque part, c'est l'absence de toit. Vous voyez. On ne peut pas avoir justement un volume sur un volume. On met juste un grand, on met juste un volume, et puis ensuite le toit. Donc, comme ici à la Villa Savoie, ce sont des terrasses qui s'étagent, vous voyez. Et vous voyez, il y a une sorte il y a une volonté comme ça d'avoir une fluidité quelque part, voilà, entre la maison et le ciel. Et alors que justement le toit,
voilà, quelque part, il s'interpose, puisqu'il est là pour protéger. Voilà. Hein, tandis qu'il y a une volonté, vous voyez, de s'ouvrir au ciel. Vous voyez. La façade, elle a une fenêtre en longueur, ou alors elle peut être tout simplement en verre. Donc, vous voyez, elle s'ouvre voilà, complètement sur l'extérieur, et la toiture, c'est la même chose. Vous voyez, donc, elle disparaît hein, pour s'ouvrir complètement hein, sur le ciel. Voilà, là, c'est la façade sud-est, et on voit très bien, vous voyez, donc, hein, il y a le séjour à gauche, à droite, hein, c'est la terrasse qui correspond au séjour. Au fond, il y a la rampe qui met en communication la terrasse du séjour avec le solarium. Voilà, donc il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas de rupture. Là, vous voyez, hein. Tout comme on est monté du rez-de-chaussée au premier étage, on monte hein, du premier étage vers le ciel. Il n'y a pas de, il y a aucune séparation, il n'y a aucune rupture. Tout est ouvert. Hein, et quelque part, voilà, c'est l'exposition maximale. D'ailleurs, je me demande si cette maison est habitable. Vous voyez. Peut-être par le personnage d'Agnès Varda, on y reviendra encore tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez, hein, parce qu'il y a une volonté hein, donc, d'exposer. Hein. Il n'y a pas d'ombre. Voilà. Hein, le modernisme, c'est vrai que c'est l'ennemi de l'ombre. Hein. C'est l'utopie voilà, d'une ouverture totale, d'une transparence totale. Voilà, là, vous voyez, on est à l'intérieur et on passe. Voilà, hein, donc, sans rupture. À la terrasse, au solarium, on passe sans rupture, donc à l'extérieur. Et de toutes parts, vous voyez, donc, on voit le paysage qui nous entoure. Alors ça, c'est une maison de Tsuto Dimura. Donc, je le vois souvent en ce moment parce que je fais un truc avec lui. Et c'est vrai qu'il m'a dit un truc, c'est que, voilà, lui, il ne sait pas faire les toitures. C'est pas ça. Ou il veut pas, ou il ne sait pas. Il ne peut pas penser la toiture. Parce qu'il est, quelque part, il est totalement dans la modernité, dans l'ouverture. Et c'est vrai qu'il ne peut pas penser une toiture. Donc là, je ne me rappelle plus très bien, il a acheté une ruine ou c'est un héritage, mais je crois non, je crois qu'il l'a acheté. Et on va voir la ruine, vous voyez, elle est comme ça. Donc il y avait des murs en pente qui correspondaient effectivement à des toitures en pente. Voilà, là aussi. Voilà. Mais vous voyez, il a tout coupé. Il a tout coupé hein, pour avoir des toits terrasses, pratiquement sans épaisseur. Ah oui, j'ai peut-être la coupe. Non, je crois pas. Je ne l'ai pas prise. Non. Vous voyez, il a tout arasé comme ça. Bon, bien sûr, c'est d'une puissance totale, parce que la maison, quelque part, elle apparaît voilà, dans une certaine puissance, une certaine modernité, voilà, parce qu'elle est libérée complètement de sa toiture. Elle est transfigurée. Bon, alors ça, par contre, c'est vrai que elle est d'une beauté totale. Mais voilà, mais, vous voyez, il y a cette idée de ne pas pouvoir hein, penser la toiture. Dans toutes ces maisons, enfin, je ne sais pas tout en tête, mais il n'y a pas de toiture. C'est vraiment des terrasses, c'est vraiment des dalles. Hein. La tour qu'il a faite à Porto, vous voyez, elle n'a pas de couronnement, elle est coupée nette comme ça. Mais contrairement aux tours de Sisa, notamment la tour que Sisa a faite à Rotterdam, où il y a un couronnement, là, non. Vous voyez, c'est vraiment, on pense pas le toit. Vous voyez. On pense pas, voilà, que cet élément, voilà, qui protège, hein, qui produit de l'ombre, hein, cet élément qui intercède, voilà, non pas qui intercède, mais qui intercède entre le ciel et les hommes. Voilà, la piscine, bon, c'est une beauté totale, mais voilà, il n'y a pas de toit. Quelque part, cette impossibilité voilà, à penser le toit. Bon, bien sûr, les toitures, voilà, elles peuvent capter, vous voyez, parce qu'elles peuvent s'ouvrir au ciel. Hein. Au lieu de rejeter les eaux, donc, eh bien, elles peuvent les rassembler, les recueillir. Hein. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, au début, c'est un peu comme ça que je voulais terminer mon cours.
mais finalement, j'ai complètement changé d'avis. Voilà, donc là, c'est, voilà, on voit, parce qu'il y a beaucoup d'opposition, on a vu, hein, donc, entre, entre la toiture qui protège, la toiture qui capte, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit vraiment l'opposition fondamentale. L'opposition fondamentale, c'est vrai, c'est plutôt entre l'absence de toiture et la toiture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va le voir à la fin, c'est vrai qu'on est vraiment dans un retour à la toiture. Les gens, les jeunes architectes, ils pensent la toiture. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est vrai que voilà, j'ai dû faire des maisons, mais on me les a refusées immédiatement, on me les a envoyées à la figure. Parce qu'il n'y avait pas de toiture à deux pentes, vous voyez, donc c'était impossible, impossible. Et aussi tous les gens, tous les architectes disaient, ah, c'est pas possible. Les gens se refusent à la modernité, ils ne nous comprennent pas. Et aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, il y a quand même, disons, une collusion, vous voyez, entre la réglementation, entre le désir de tout le monde, voilà, d'avoir des toitures à deux pentes, et puis aussi, donc, une nouvelle génération d'architectes. On va y revenir. On a Le Corbusier, donc voilà, hein, une toiture qui capte. Je ne pense pas qu'il ait fait dans sa vie une toiture à deux pentes, mais par contre, oui, vous voyez, il a renversé complètement hein, pour capter les eaux du ciel. Et après, les eaux du ciel sont dirigées par un grand chéneau et puis orientées par une gargouille pour tomber dans un bassin avec énormément de bruit. Ou là, hein, pareil, donc la Fondation Magd à Saint-Paul-de-Vence de Josep Louis Sert. Hein, moi, quand j'étais petit, j'habitais par là-bas, donc j'ai jamais compris. Je trouvais ça beau cette voiture, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Et en fait, effectivement, comme la coque inversée de l'église de Ronchamp, eh bien, effectivement, elles servent là, à capter les eaux. Hein, ce sont des réservoirs et elles servent effectivement ensuite à alimenter hein, tous les bassins de la fondation, hein, qui permettent aussi de rafraîchir l'espace et de rafraîchir les salles. Voilà, c'est pas un geste esthétique, c'est pas une ouverture comme ça au ciel. Non, pas du tout. Hein, c'est un élément qui recueille et qui garde les eaux pour qu'ensuite elles s'écoulent dans les bassins et qu'elles rafraîchissent l'espace. Là aussi, c'est vrai que ce projet, voilà, on pourrait dire, il y a peut-être deux projets en un, si vous voulez, parce qu'il y a un projet très moderne, vous voyez, avec des bâtiments qui sont... Il y a deux structures, d'ailleurs, c'est des bâtiments qui sont posés les uns sur les autres, ça forme une sorte de structure autonome. Et ensuite, voilà, pour protéger ces bâtiments, il y a cette grande toiture hein, avec sa charpente en bois, hein, qui est complètement autonome de la partie en béton et qui permet donc de capter les eaux, hein, de capter la neige, voilà, la ramener et la conserver. Bon, autre exemple, c'est un exemple que j'ai déjà montré la fois précédente, hein, en parlant de la ventilation, des cheminées, voilà, les cheminées qui s'inversent, voilà, et qui, au lieu de cracher de la fumée, eh bien, captent l'air frais, ou permettent aussi, donc, enfin, captent les vents pour permettre à l'air vicié hein, qui stagne dans les appartements, hein, de s'échapper hein, par le toit, d'être aspiré par le toit. Mais en fait, il y a aussi, donc on capte les vents, mais aussi on capte la lumière solaire et aussi on capte les eaux. Là, il y a, à part effectivement les cheminées de ventilation, on en a parlé la dernière fois, hein, c'est vrai tout le reste reste très technique, mais voilà, vous voyez ça, hein, c'est aussi donc c'est une toiture équipée hein, pour capter. Voilà, mais c'est vrai, comme je l'ai dit tout de suite, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, on revient là, à une certaine pesanteur. Là. On cherche à repenser là, la toiture. On veut plus s'exposer. Voilà, peut-être on veut plus partir sur les routes, hein, comme le personnage d'Agnès Varda. On ne veut pas s'exposer partout. On préfère peut-être le personnage de Bernard Kézanne et de Pérec, celui qui reste chez lui, enfermé dans sa maison.
Mais c'est vrai qu'il y a ce retour comme ça, donc, à la toiture. Bon, ça, c'est la chapelle des bois de Gunnar Asplund. Bon, Gunnar Asplund, bon, elle était faite en 1920. Bon, c'est vrai que Gunnar Asplund, c'est un peu une sorte, on le considère un peu comme un héros de la modernité parce que il avait participé en 1930 à l'exposition universelle de Stockholm, et puis il avait fait un restaurant avec en béton blanc avec des, des, euh, des grands des vélums, enfin des stores comme ça. C'était une image de voilà de la légèreté, de l'ouverture, mais en même temps voilà on peut aussi le considérer comme un architecte néoclassique puisqu'il a fait la bibliothèque de Stockholm. C'est une sorte de grand cylindre néoclassique, enfin un grand cylindre pardon qui vient s'inscrire dans un U avec aussi des références à l'architecture égyptienne, mais aussi des références donc à l'architecture française du XVIIIe siècle, notamment Boulay et Ledoux. Et puis aussi donc cette chapelle, voilà, très archaïque, vous voyez, hein, puisque hein, c'est un grand toit en tuiles de bois avec un tronc hein, qui en assure le fêtage. Et c'est vrai qu'il y a un côté voilà, totalement bizarre dans ce bâtiment. Voilà. En plus classique, puisque les colonnes qu'on voit au premier plan, on ne le voit pas très bien, mais elles ont des chapiteaux doriques. Elles sont pas non plus, sont pas non plus des piles, des colonnes cylindriques. Donc elles sont légèrement, elles s'amincissent en montant. Donc il y a des références, vous voyez, donc à l'architecture classique. Et puis vraiment, c'est vrai que c'est un toit qui pèse, quoi. Voilà, et c'est un toit qui est aussi purement géométrique, vous voyez, hein, qui est soulevé du sol et qui est purement géométrique et qui renvoie, vous voyez, donc aux images de Ledoux que j'ai fait voir aujourd'hui, aux images aussi de Boulay que j'ai fait voir lors de la dernière séance. Vous voyez, donc, voilà, avec la toiture, c'est vrai qu'on peut penser. Et c'est vrai que c'est moins le parallélépipède hein, que le prisme voilà, qui vient au premier plan. Et ce qui est fascinant, c'est vrai, c'est qu'à l'intérieur donc, de cette église, eh bien, il y a un autre espace complètement différent, hein, puisqu'elle abrite une coupole. Voilà, autre exemple, mais beaucoup plus contemporain, hein, parce qu'il a été fait il y a 2 ans, hein, et en plus c'est une réhabilitation. Hein, c'est la piscine de Saint-Méad le Grand, et c'est l'agence Rome qui l'a faite. Elle a eu un prix hein, de la revue DA d'ailleurs pour ce bâtiment. Et c'est un bâtiment vraiment, vraiment étonnant, voilà, parce que voilà, c'est- ils ont, si vous voulez, il y avait un concours qui avait été lancé par la mairie, et la mairie voulait simplement refaire les toitures de sa piscine et juste une extension, mais une extension aussi avec une toiture. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces toitures dans les, pour les piscines? Moi, c'est vrai, j'avais du mal à comprendre parce que mon père, je me rappelle quand il était jeune, il était sportif, il nageait, puis il me faisait voir des photos avec des piscines au Touquet qui étaient ouvertes, avec des plongeoires, des filles en maillot, tout ça. C'était tout un univers. Comme là, putain, c'est pas, vous voyez, c'est pas du tout, c'est pas la même chose. C'est sûr, c'est pas la même chose que c'est une piscine municipale dans un petit village. Et donc, la première piscine, c'était un tout petit bain et qui avait été recouverte, je crois, dans les années 70 par une toiture. Là, elle commençait à devenir vétusque, et chaque fois qu'il avait fallu l'agrandir, on avait rajouté un bâtiment, ce qui fait que cette piscine, je n'ai pas apporté la photo parce qu'elle était vraiment trop horrible, quoi. Et donc je l'avais pas, mais vous voyez, c'était une sorte d'accumulation hein, de petits volumes. Et ce qu'ils ont fait, déjà, ils ont refait, enfin, ils ont juste restauré les bâtiments existants. Hein, ils n'ont pas vraiment touché aux toitures, ils les ont juste restaurés. Ils ont tout enveloppé donc, dans une grande peau de bois pour donner une certaine unité à ce bâtiment. Parce que là, le bâtiment, vous voyez de l'entrée par exemple, c'est le bâtiment qui existait. Vous voyez. Et là, tout d'un coup, on dirait presque un bâtiment de guérilla. Vous voyez. Hein, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est un volume, mais tout ça, c'est donné vous voyez, par l'enveloppe en bois hein, qui fait bien ressortir sa volumétrie, alors qu'avant, si vous voulez, il y avait des tas de matériaux qui ne permettaient pas de le voir comme un volume. Voilà, là on voit, vous voyez, donc en rouge, ce sont les extensions,
et puis donc en gris, hein, c'est les bâtiments existants. Et donc la piscine, la piscine existante, hein, c'était un petit bassin pour que les gens puissent se tremper dans l'eau, et elle était surmontée par des fermes. On va le voir tout à l'heure. Voilà, là, on voit des bâtiments. Là, on a un peu de mal, vous voyez, à savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'extension et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'existant et de l'ordre d'extension. Le premier bâtiment, là, si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Le premier bâtiment à gauche, il est nouveau. Et puis au fond, vous voyez, c'est face à l'église, hein, c'est le grand bassin. Voilà. Voilà, le grand bassin, voilà, avec une grande toiture, putain, un grand prisme, un grand volume, complètement recouvert d'ardoise. Et surtout, voilà, il y a un détail, vous voyez, qui permet, qui rend, enfin, qui bouleverse tout le truc. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas de recouvrement entre les, entre les, entre les surfaces d'ardoise. Vous voyez, elles viennent comme ça à joint vif, et en fait, c'est en dessous qu'il y a une feuille de zinc. Ce qui donne un volume d'une pureté totale. Vous voyez, le fait, par exemple, il est d'une pureté totale. Et si, dans les bâtiments derrière, il n'est pas d'une pureté totale, c'est que l'agence a assez intelligemment, vous voyez, conservé l'existence, c'est-à-dire que c'était comme ça. Il y avait des tuiles romaines, hein, qui permettaient de traiter la jonction des deux pans d'ardoise, et ils les ont laissées, puisqu'elles existaient. Et ça permet effectivement de faire la différence entre les bâtiments. Mais de toute façon, on les voit moins, hein, parce que, voilà, le bâtiment principal, le bâtiment de la piscine, c'est vraiment un volume. Hein. Voilà, ça renvoie, vous voyez, en plus, à une œuvre d'art contemporain, hein, de Sister Getz, voilà, qui avait fait une exposition en 2019, je crois que c'était au moment du concours, et ils ont vu ça, et tout d'un coup, ils n'étaient pas trop sûrs de pouvoir faire ce qu'on leur demandait de faire, hein, parce que les toitures, c'est pas ce qu'ils font habituellement. Mais voilà, ils ont compris que finalement, la toiture, c'était aussi un volume. Et quelque part, la toiture, si on la prenait vraiment comme un volume, elle pouvait avoir un écho, voilà, dans une certaine modernité, dans une certaine contemporanéité. Voilà. Si c'était vraiment un volume un peu étrange comme ça, vous voyez, sans détails, enfin en évitant des détails trop constructifs, trop pesants, voilà, restant très abstraits. Voilà, si on arrivait à faire une toiture hyper abstraite, voilà, on pouvait se réinscrire quelque part dans la modernité, dans la contemporanéité. Voilà, la toiture, très abstraite, qui semble flotter. Hein. Un volume, voilà, hein, en lévitation, un volume un peu étrange en lévitation. Voilà, on voit en bas le grand bassin, hein, qui correspond à la toiture que j'ai fait voir. Et là, oui, c'est la coupe. Et on voit l'épaisseur de la toiture. Parce qu'en fait, la piscine, elle n'est pas dans l'axe du fait de la toiture. Il y a un décalage, vous voyez, et puis il y a une épaisseur avec un vide entre la face interne et la face externe, hein, pour permettre donc l'entretien, hein, donc des combles. Voilà, la piscine. On a l'impression de flottement total. Elle est portée par les poteaux. Elle n'est pas du tout portée par les menuiseries, donc qu'on voit à la périmétrie. Elle est portée par des poteaux, mais elle semble flotter complètement. Voilà. Et ça, c'est l'ancienne piscine qui a été réhabilitée, où là, effectivement, donc, les fermes apparaissent au-dessus du bassin. Voilà. Maintenant, un autre exemple, mais celui-là, il est vraiment pas d'une étrangeté totale. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que, voilà, on voit comment toute une jeune génération d'architectes, vous voyez, c'est se réemparer, voilà, hein, du thème de la toiture, alors que les grands architectes, comme quelque part, surtout les Murat, vous voyez, ne pouvaient pas la penser, quoi. C'était un truc qui leur échappait complètement. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à leur qualité. Hein, tout est, il est des questions disons, de point de vue, de vision. Ils se valent tous, mais ils ne sont pas tous identiques. Voilà, c'est cette halle. Vous voyez. C'est une halle dans un tout petit village. Par contre,
Bon, peu importe. Elle repose sur 3 poteaux, vous voyez? Donc, vous voyez, c'est à la fois un peu comme comme la piscine qu'on vient de voir, vous voyez? C'est une toiture, OK, d'accord, mais c'est pas une toiture traditionnelle, l'image qu'on vient de voir, puisque on voit pas les poteaux, on a l'impression qu'elle est en lévitation, et puis ensuite, la jonction entre les plans, elle reste très abstraite, hein, on voit pas des tuiles canal, hein, au faîtage. Donc voilà, on est dans un certain niveau d'abstraction. Et là, si vous voulez, c'est la même chose, hein, c'est une halle. Déjà, si vous voulez, voilà, on voit pas la charpente, qui est très complexe. C'est vrai, j'aurais pu la faire voir. Je crois que j'ai pas mis l'image. Parce que vous voyez, le poteau principal, là, il tient une gigantesque poutre treillie en métal. Ensuite, de cette gigantesque poutre treillie en métal, il y a 2 grandes poutres en lamellé collé qui viennent prendre position sur les poteaux arrière. Et puis ensuite, effectivement, toute la charpente se déploie, hein, pour tenir la sous-face et pour tenir, bien sûr, les ardoises. Voilà, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. C'est une halle. Voilà. Et surtout, ce qu'il y a de fou, c'est sa position. Voilà, parce que l'architecte, il avait le choix. Bon, c'était un concours aussi un peu bizarre, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient répondu. Et il fallait une halle, il pouvait la mettre où il voulait. Et surtout, il y avait une grande place, voilà, qui sert de parking, comme dans toutes les petites communes, hein. Donc, il a hésité, il a commencé à faire des projets sur la grande place. Mais de toute façon, si vous voulez, voilà, s'il avait été dans la grande place, elle aurait été plongée dans une sorte de mer d'automobiles, si vous voulez, parce que même dans les petites villes, il y a plus forte raison dans les petites communes, vous voyez, il est impossible, voilà, de renoncer à à des parkings de ce type en centre-ville. Donc, il a préféré ne pas se mettre sur la place et se mettre dans une dent creuse. Voilà. Et ce qu'il y a de fou, si vous voulez, c'est que, voilà, vous voyez, contrairement à Kuma tout à l'heure, lui, son bâtiment, c'est un objet, putain. Oui, tu vois, vraiment, il tient en lui-même. Voilà. Mais c'est un objet, vous voyez, il touche le mitoyen. Voilà, c'est un truc très étonnant. Et c'est vrai on se sent un peu mal à l'aise quand on est là, parce que j'avoue qu'on ne comprend pas trop bien. Vous voyez, ça c'est la maquette. Là, on voit, enfin là, on commence à comprendre, si vous voulez. Voilà, il y a des piles. Donc en plus, les piles, elles sont toutes différentes. Elles sont en béton. Le béton, il imite la pierre. Et puis, et la pierre, elle imite le béton. C'est un truc, voilà, on est vraiment dans une réflexion quand même très, très complexe. Et surtout, quand on rentre après dans la halle, c'est vrai que c'est un peu la thématique du cours. Là, on se sent, mais putain, complètement protégé, quoi. On se sent invincible, quoi. Là. Personne peut te toucher. Tu es dans ton espace, quoi. Là. Surtout si tu es. Quand je suis arrivé, il y avait un type qui était déjà là. C'est sûr que tout de suite, il y avait un problème. Hein, à qui appartiendrait cet espace, quoi. Là, vous voyez. Parce que là, tu es chez toi, c'est sûr, quoi. Tout de suite. Tu vois. Voilà, là, c'est la place. Je vous l'ai dit, voilà, la place, c'est qu'un parking. Là. Il aurait pu la faire au centre de la place, mais il n'a pas fait, et je pense que ça aurait été une grosse connerie de le faire, parce que les voitures, tu ne peux pas les enlever, quoi. Hein, alors, il a préféré effectivement se mettre là, et c'est extrêmement judicieux. On va voir pourquoi. Voilà, là, c'est le porte-à-faux, hein, totalement étonnant. Et là, vous voyez, c'est la colonne principale, donc, qui tient la poutre en métal, et qui tient les 2 parties en porte-à-faux. Et cette colonne principale, donc, on a l'impression qu'elle est en pierre, mais en fait non, hein, c'est du béton de couleurs différentes. Hein, il y a de la pierre aussi, mais la pierre, on a l'impression que c'est du béton. Et là, on est dessous, voilà, vous voyez, on est chez t'es chez toi, putain, voilà, t'es là, c'est bon. Tout est ouvert sur la place avec les voitures, tu t'en fous, tu les vois pas. Et après, tu es ouvert sur le paysage, et là, tu le vois. Voilà. Hein, tu es en belvédère sur le paysage. Et même si ce paysage, les gens d'ici, au début, disaient, mais enfin, pourquoi tu as ouvert ta halle sur le paysage? Le paysage, on le voit partout. Même s'il est ouvert sur le paysage, il est cadré. Et ça change tout. Quoi. Voilà. Hein, donc on le voit de quelque part. Hein. Voilà. On le voit d'un lieu, hein, que l'on peut librement s'approprier. Voilà la coupe. Vous voyez, voilà, puis donc on voit encore, vous voyez, l'épaisseur de la toiture. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je vois très bien dans les années 80, les toitures qui étaient faites par les architectes, c'était toujours des feuilles de papier qu'on posait sur les bâtiments. Là, non. Donc, voilà, on revient donc au volume, on revient à la pesanteur. Voilà,
le poteau central, bon, bien sûr, il est servant, puisque bon, il capte les, les eaux pluviales qui sont prises dans le chéneau principal face à la place, et puis il y a aussi donc, disons, un point d'eau. Et puis ça, c'est des poutres, vous voyez, qui à la fois tiennent, mais aussi permettent au bâtiment de résister au vent, parce que le vent, quand il s'engouffre, enfin, le truc le plus embêtant dans cette structure, c'était pas trop la portée, hein, c'était le fait de bien calculer le soulèvement au vent, vous voyez, parce que comme toute la toiture est en pente, le vent pouvait la soulever et puis la détruire. Voilà, et ça, là, on est là, vous voyez, et on voit les paysages. Le paysage, tu le vois partout. Mais là, tu le vois dans un endroit que tu peux t'approprier. Voilà, pour terminer, bon, ça va paraître un peu bizarre, mais enfin, c'est ça, c'est la louve du Capitole. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ce truc, c'est un délire. Ça, c'est des trucs que j'avais dans mon livre de latin quand j'étais en sixième. Ça, c'est horrifiant, quoi. C'est vrai, parce qu'en plus, c'est vrai que cette louve, bon, on ne sait pas trop d'où elle vient, quoi. C'est une louve, on ne sait pas si elle est médiévale, si elle est, je ne sais pas quoi, romaine ou même, enfin, on ne connaît pas son origine. Et en fait, les enfants qui sont dessous là, Romulus et Rémus, ils ont plutôt été sculptés par l'atelier de Pollaiuolo au XVIe siècle. Vous voyez, donc c'est pas, voilà, il y a une, mais quand même, c'est fou parce que, voilà, ça prouve, enfin, ça donne aussi, voilà, une image du toit, de ce que pourrait être le toit. Oui, donc, hein, voilà, un toit animal, voilà, le toit, quelque part, les animaux qui couvrent leurs petits, hein, ce sont des toits. Oui, hein, ils se mettent sur leurs petits et puis ils leur apportent de la chaleur. Bon, bien sûr, on ne va pas faire des projets avec des toits et des mamelles, ça serait absurde, quoi. Mais par contre, l'idée d'un toit qui chauffe, qui nourrit, d'un toit animal, d'un toit qui pèse au-dessus de nous, ça oui, c'est une bonne idée. Voilà, et c'est l'idée portée par Boris Boucher, hein, pour faire en plus un projet, le projet de pavillon d'entrée pour l'INRAE, donc dans le Massif central. Ah d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas mis j'ai oublié de mettre Tout à l'heure aussi, c'était Boris Boucher, hein, l'architecte. Donc c'est un pavillon d'entrée pour l'INRAE. Hein, L'INRAE, c'est vrai qu'ils sont pas trop sympas non plus avec les animaux, puisque dans ce site, il y a, paraît-il, des vaches hublots. Donc c'est des vaches que, par exemple, on voit tout ce qui se passe dans leur estomac, parce qu'il y a un hublot donc, dans leur ventre. Voilà, mais là, en fait, c'est notre vision de l'animal, vous voyez, donc hein, c'est un grand toit hein, qui pèse voilà, au-dessus des gens. Et ce grand toit, vous voyez, il est rempli de paille hein, pour isoler. Et aussi, voilà, ce toit, il est recouvert de panneaux solaires, donc qui apportent de l'énergie donc à cette construction, à cette loge de gardien. On le voit maintenant comme ça. Oui. Donc, c'est un toit qui a une sorte de ventre renflé, hein, qui est porté donc, par des murs très épais, parce qu'effectivement, ils sont aussi, c'est des murs en paille, il y a une structure bois, mais c'est des murs en paille qui sont ensuite enduits. Voilà, on le voit comme ça. L'élément central bon, qui porte, qui supporte le plus la toiture, hein, il est en béton de terre. Vous voyez. Le béton de terre, à un moment donné, on le voit sur la façade, parce qu'il apparaît. Vous voyez, là, voilà, c'est les parties qui sont plus jeunes, voilà, donc, qui correspondent donc, à ce noyau qui rigidifie, qui porte la toiture. Là, tout le reste est en, en, en paille et en bois. C'est vrai que voilà, il y a des parties qui sont arrondies, et justement, Boucher m'a dit, ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il faut pas croire qu'il y a, bon, bien sûr, il y a des ruptures, bon, d'accord, mais en même temps, on est quand même toujours dans l'architecture, parce qu'il m'a dit finalement, sa source d'inspiration, c'était Eric Mendelssohn, j'aurais dû apporter la photo, hein, c'est l'observatoire de Potsdam, vous voyez, c'est une forme
expressionniste, très organique, très ronde. Et donc, voilà, il est parti de là. Je ne pense pas qu'il y ait de toi à Potsdam, enfin, il y a de toi chez le mec, là. Mais par contre, voilà, donc il y a cette possibilité de convergence. Voilà, un toi sans toi. Merci.